édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal de 20h. Trois titres au sommaire. Les chefs coutumiers lancent un dernier avertissement à la République du Rwanda. Pas un seul centimètre du territoire national ne sera cédé. Ils disent non à la balkanisation du pays. Ils ont exprimé leur ras-le-bol ce dimanche lors d'une marche partie de la gare centrale avec comme point de chute l'ambassade de Belgique où ils ont remis un mémorandum. Et puis Kinshasa, la capitale, va abriter ce lundi le sommet d'investissement en faveur d'une économie de marché. C'est le ministre de l'Agriculture qui va procéder à l'ouverture du dit sommet. Diane Kayumba, chargée des relations gouvernementales à DRC Invest, nous en parle dans cette édition d'information. Enfin, coup de projecteur sur la ville de Bunia. Les dossiers de la rédaction de ce soir va se pencher sur l'électrification dans la ville de Bunia, en province de l'Ituri, qui pose problème. Les habitants de cette partie se plaignent de la qualité de la desserte en électricité. Un reportage complet à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. D'abord l'actualité. Après l'étape de Kisangani, la dépouille de Patrice Emery Lumumba est arrivée ce dimanche dans la province du Haut-Katanga. Elle a été accueillie par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde à l'aéroport de la Loano. Dès ce lundi, les reliques du héros national va regagner Kinshasa, la capitale, où des hommages publics lui seront rendus avant son inhumation prévue ce 30 juin ici à Kinshasa. Pati Tondwango pour le reportage. C'est ce dimanche 26 juin 2022, autour des 15h, heure de Lubumbashi, que la dépouille de Patrice Emery Lumumba est arrivée dans la province du Haut-Katanga. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge était présent sur le tarmac pour l'accueillir. Et c'est là, après avoir fait le tour de Lubumba-Ville dans les Sankoro et de Kisangani dans la Chopo, après les honneurs militaires et les recueillements sur place à l'aéroport, la dépouille du tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo a pris la direction de Chilantembo, village où ce héros national a été assassiné le 17 janvier 1961. L'inhumation de Patrice Emery Lumumba est prévue à Kinshasa le 30 juin 2022. On a noté à l'aéroport de la Loano la présence d'une forte délégation gouvernementale, des notables et des autorités provinciales de la province du Haut-Katanga. Je l'ai dit au sommaire, pas un seul centimètre du territoire national va être cédé au Rwanda. C'est en ces termes que s'est exprimé les chefs coutumiers réunis au sein du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle qui expriment leur ras-le-bol face à cette énième agression du M23 soutenue par l'armée rwandaise. Les chefs coutumiers disent non à la balkanisation du Congo et lancent un dernier ultimatum au Rwanda. Ils l'ont dit lors d'une marche pacifique partie de la gare centrale avec comme point de chute l'ambassade de Belgique où ils ont remis un mémorandum. Robert Ndeki Sensei était présent. C'est un acte de colère et de protestation contre l'agression dont est victime la République démocratique du Congo par les Rwandais à travers le mouvement terroriste du M23. Les détenteurs du pouvoir ancestral de la République démocratique du Congo ont dit non et lancé un ultimatum au Rwanda d'arrêter son soutien au M23 et de quitter sans condition le territoire congolais. Un ras-le-bol à travers une marche de soutien aux forces armées de la République et au président de la République, engagé au front pour la défense de la patrie. Lançons un ultimatum au Rwanda de retirer ses militaires et ses complices de terre congolaises, et ce, avant le 30 juin 2022, date marquant l'indépendance de la RDC. Accompagné par les membres de Mundadi Old Foundation, le Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumier vient de faire une mise en garde sévère au Rwanda. La marche de soutien est partie de la gare centrale, première escale, la MONUSCO. Les chefs coutumiers de la RDC ont lu et déposé un mémo qui reprend la situation sécuritaire et les preuves tangibles du soutien du Rwanda au mouvement M23. Dans ce mémo, les chefs coutumiers de la RDC condamnent avec la dernière énergie l'incursion rwandaise et somment le M23 de quitter le territoire de Bunagana. Le président de la fondation Mundadi Old Foundation, Stéphane Mundadi, était présent à cette marche. Mundadi Old Foundation réitère son soutien indéfectible au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aux forces armées de la République. Pour Sa Majesté Fumudi Fima, la RDC ne cédera aucune portion de son territoire. Porte fermée, l'ambassade de la République du Rwanda en RDC a refusé d'ouvrir ses portes et recevoir les mémos. Les chefs coutumiers l'ont jeté en promettant
de revenir prochainement. Touché par les tueries de plus de 12 millions de Congolais dans l'est de la République démocratique du Congo, les chefs coutumiers et Mondadi Old Foundation déplorent les attaques à répétition à l'est de la RDC et donnent un délai jusqu'au 30 juin 2022 pour que Rwanda quitte le territoire congolais. Ils l'ont dit à l'ambassade de Belgique en République démocratique du Congo. Une délégation a été reçue avant de chuter à la présidence de la République pour le dépôt de ce même mémo. Implorer la grâce divine sur les forces loyalistes, les églises et communautés chrétiennes de la commune de Kitambo ont organisé une journée de prière intense en faveur des FARDC, offrant déterminé à traquer le M23 jusqu'à son dernier retranchement et mettre fin ainsi à la guerre d'agression qui n'a que trop duré. José Baïtombo pour le reportage. Toute l'armée en ce net moment daigne accorder à ton serviteur qui est au devant de toute l'armée la force, l'intelligence et la sagesse de réussir avec son programme et sa mission. Seigneur, exauce notre prière. Nous te prions, Dieu. Et dans le cadre du programme d'encadrement des ménages agricoles, le service national a organisé un atelier de renforcement des capacités pour les ingénieurs agronomes. Pour le général-major Kassongo, Jean-Pierre Kassongo, cette session de formation va permettre aux apprenants d'accroître leur productivité. Un reportage de notre envoyé spécial Oscar Mbal. Les formations des ingénieurs agronomes du service national, organisées sous l'égide du commandant en chef, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, vise à outiller cette catégorie de personnes pour qu'à leur tour encadrent le paysan afin d'accroître la productivité. Nous avons commencé aujourd'hui le séminaire de renforcement de capacités des agronomes du service national pour un programme d'encadrement des ménages agricoles dans le cadre de ce que nous appelons le développement intégré. Donc le service national prépare désormais au début de la campagne prochaine d'accompagner les ménages agricoles avec les intrants agricoles et les outillages agricoles pour leur permettre d'accroître leur production agricole. Cet atelier de renforcement des capacités de 5 jours porte sur plusieurs matières. On doit parler de la culture elle-même, le maïs, mais quand on parle avec les paysans, faites un effort et vous adaptez à leur langage. N'allez pas avec des termes scientifiques. Vous allez voir qu'ils vont vous détester. Les équipements ainsi que les vastes étendues de terre à eux seuls ne suffisent pas. Une main-d'œuvre experte et outillée mérite d'y être associée pour des résultats escomptés. Un document de haute valeur scientifique vient d'être produit par l'Université technologique Belcampus. Il s'agit du plan Congo émergent d'ici 2040. Pourquoi cette initiative? Le président du conseil d'administration, Bossé Kota, est l'invité de Médard Mbouyal. Merci beaucoup. Lors de sa prise de pouvoir en janvier 2019 et devant le Congrès, le président de la République, chef de l'État, avait lancé un appel solennel à toutes les universités et centres de recherche du pays pour accompagner, pour aider le gouvernement à concevoir et à réaliser un plan de développement économique de notre pays. L'Université technologique Belcampus avait relevé ce défi et pendant 13 mois, avec 12 experts nationaux, nous avons rédigé cet ouvrage de 1351 pages décliné en 17 chapitres où nous avons marqué, rédigé la trajectoire de développement pour l'émergence de notre pays. Il faut savoir que ce genre de travail, au Gabon par exemple, ils ont dû payer 1 800 000 €, tandis qu'au Sénégal, le plan Sénégal émergent a coûté au Trésor sénégalais 2,75 millions d'euros. Nous l'avons fait sur fonds propres et c'est là notre contribution patriotique
pour notre pays, puisque nous l'avons fait sur fonds propres. Nous attendons du gouvernement, comme nous attendons de la population et de toutes les institutions de notre pays, pour qu'ils puissent s'approprier et adopter cet ouvrage comme le référentiel par excellence pour mettre notre pays, la RDC, sur la marche de notre émergence à l'horizon 2040. Le livre se trouve à l'Université technologique Belcampus et nous faisons une campagne de vulgarisation. Nous avons été à l'UNIKIN mercredi passé et ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions vulgariser ça de la manière la plus large possible parce que chaque jour qui passe, nous perdons une opportunité. Il faut savoir qu'en 14 mois, entre février 2021 et avril 2022, quelques pays autour de nous ont levé pratiquement 10 milliards de dollars sur le marché des rebonds pour leur émergence. Il s'agit du Nigeria, il s'agit du Cameroun, il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Bénin, et nous perdons une opportunité si nous ne nous mettons pas au travail. Échéance électorale de 2023 en cours. La Ligue des électeurs se prépare déjà pour des scrutins libres, transparents et crédibles. Dès ce lundi, elle lance un atelier de renforcement des capacités et formation des observateurs. Robin Daechi-Sensei. D'une matinée autour du processus électoral. Donc il s'agit pour la Ligue des électeurs de lancer les activités d'accompagnement du processus électoral à travers son nouveau programme qui est défini par un certain nombre d'activités qu'il pense mettre en œuvre dans les jours à venir. La Ligue des électeurs, c'est une organisation de droits de l'homme spécialisée sur les questions de l'éducation civique électorale. C'est une organisation pionnière sur les questions des élections qui évolue depuis l'ouverture de l'espace démocratique dans notre pays, qui a préparé nos populations dans des processus électoraux, donc les suivis et dans la participation au processus électoral à travers un certain nombre de formations sur les techniques électorales, sur l'observation des élections et les sensibilisations des masses. Il s'agit donc d'aider la population à savoir pourquoi elle devrait voter et comment il faudrait voter et quand est-ce qu'il faut aller au vote. Et bref, c'est toute cette question de préparation aux élections à travers l'implication de la population dans le processus électoral. Parce que comme vous le savez, le processus électoral dans notre pays est à son 4e cycle, si je ne me trompe pas. Et les élections, la consolidation du processus démocratique. Et donc, ça s'organise d'une manière cyclique. Et pour ce faire, pour que ce soit des élections crédibles qui respectent un certain nombre de critères sur le plan universel, il faudrait qu'il y ait une préparation très importante de la population. Vous le savez, la République démocratique du Congo attire de plus en plus des investisseurs et des partenaires de développement avec pour but de diversifier son économie. Pour ce faire, un sommet d'investissement en faveur d'une économie de marché va se tenir ce lundi ici à Kinshasa. Diane Kayumba, chargée de relations gouvernementales à DRC Invest, donne des précisions au micro de Marthe Mangaza et Jean-Pierre Chibangu. Le sommet de l'investissement a tout simplement le but de créer un cadre de rencontre mondial qui va rassembler des investisseurs, des partenaires, des entreprises, des décideurs politiques afin de parler sur les investissements ainsi que sur les tendances qui influencent l'investissement en RDC. Ça sera focalisé plus sur l'agriculture, mais bien entendu, qui dit agriculture dit transport, qui dit agriculture dit électricité et plusieurs autres secteurs. Parce que lorsqu'on parle de l'agriculture, si par exemple on s'émet du maïs quelque part, il faudrait trouver un moyen pour la transformation ainsi que la livraison. Lorsque des investisseurs viennent eux-mêmes pour chercher des projets dans lesquels s'investir ou encore lorsqu'on a des déteneurs de projets qui cherchent le financement, ce qui se passe, c'est que
De un, il n'y a pas l'étude de faisabilité qui se fait. Et puis de deux aussi, il n'y a pas le respect des processus qui doivent se faire pour matérialiser justement les projets ou encore l'intention d'investir dans un pays. Alors ce qui est différent avec nous, c'est que nous créons le pont entre les déteneurs de projets ainsi que les investisseurs. Nous prenons les projets dans les secteurs privés et publics aussi d'ailleurs et nous les matchons avec ce que les investisseurs sont en train de chercher. Donc ce qui fait que tout ce qui est loi, tout ce qui est légalité, tout ce qui est processus, nous prenons soin de ça et nous nous assurons à ce qu'il y a des fonds justement qui sont déjà disponibilisés pour financer les projets qui sont présents. Si vous ne vous êtes pas encore enregistré pour participer au sommet, cela n'est pas trop tard. Vous pouvez toujours venir demain à l'hôtel Fleuve Congo pour vous enregistrer et vous nous remettre aussi les projets que vous avez afin que nous puissions les rajouter dans les données des projets que nous avons. Et ce à quoi la RDC doit s'attendre, c'est des investissements d'impact parce que notre objectif est de développer le pays et de donner aux Congolais une vie et une vie vivable. L'actualité de la semaine qui s'est achevée a été marquée par la visite de travail à Nairobi effectuée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi à l'invitation de son homologue du Kenya, Uhuru Kenyatta. Et dans la capitale, Félix Tshisekedi a pris part au 3e conclave des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est consacré à la situation sécuritaire dans la partie est du pays. La semaine du président en 5 minutes avec Pierre Kibambe-Somo. Se rendant partout où l'on débat relative à la restauration de la paix et la stabilité de la RDC, singulièrement dans la partie est du territoire national, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a séjourné à Nairobi à l'invitation de son homologue du Kenya, Uhuru Kenyatta. Sur place, le président de la République a participé au 3e conclave de chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est. Les chefs d'État réunis à Nairobi ont délibéré sur la situation sécuritaire prévalant à l'est de la RDC et sur les mesures visant à promouvoir la paix, la stabilité et le développement dans cette partie du pays et dans la région plus élargie de l'Afrique de l'Est. Il a été décidé de la composition d'une force militaire régionale placée sous le commandement du Kenya qui va se déployer prochainement dans l'est du territoire national. Les chefs d'État ont aussi exigé qu'un cessez-le-feu soit imposé et que la cessation des hostilités commence immédiatement, y compris le retrait des positions récemment prises. Avant de se rendre à Nairobi, au Kenya, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu le dernier hommage à Paul Bondon-Sama, décédé le 7 juin 2022 à l'âge de 82 ans des suites d'une maladie. Toujours proche de la population dans le bonheur comme dans le malheur, le chef de l'État s'est une fois de plus rendu à l'hôpital du Cinquantenaire où il s'est recueilli devant le corps des journalistes chevronnés, les doyens, éditeur-directeur général du journal Salongo. Le président de la République a ensuite réconforté les membres de la famille biologique de l'illustre disparu. Paul Bondon-Sama a eu plus de 60 ans d'expérience dans le métier, couronné de nombreux voyages en Afrique et en dehors du continent, faisant de lui un des témoins de l'histoire de la RDC. Il a été de 1966 jusqu'à sa mort éditeur-directeur général de son œuvre, le journal Salongo. À présent, nous allons suivre la semaine en 5 minutes. L'actualité était dominée en semaine par le report des examens d'État et la restitution de la dépouille du héros national Patrice Emery Lumumba, 61 ans après son assassinat. Hérodis Kitutu. La semaine qui s'achève a été marquée entre autres par les différentes cérémonies d'hommage rendues au tout premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba. Rapatrié de la Belgique pour le deuil familial et officiel, le président de 2 chambres du Parlement ainsi que le Premier ministre ont assisté aux différentes cérémonies funéraires. Sur le plan sécuritaire, le gouverneur militaire du Nord Kivu interdit toute importation et exportation via le poste frontalier de Bunagana. Les opérateurs économiques, commissionnaires en douane et les commerçants sont tenus au strict respect de cette mesure jusqu'à nouvel ordre.
À Kinshasa, des marches de soutien aux vaillants soldats des FARDC sont enregistrées dans les 4 coins de la ville. Une autre mesure tombée la semaine, c'est celle interdisant le port de tenues et un signe ressemblant aux tenues militaires et policières. La police a activé la machine pour une application sans complaisance de la mesure prise par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Dans les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les épreuves du TENAFEP et de l'examen d'État sont reportées suite à certaines contraintes liées au transport aérien. La Cour constitutionnelle a un nouveau président. Dieudonné Kamuleta a été élu et investi par ordonnance présidentielle. Une nouvelle usine de production des câbles électriques a vu le jour à Kinshasa avec une capacité de 3600 tonnes de câbles électriques. Cette usine traduit la volonté du gouvernement congolais de protéger les industries locales afin de limiter les importations. Il faut également signaler l'inauguration d'un nouveau laboratoire à l'hôpital Mabanga de Kalamu. Ce laboratoire permettra à l'Institut de recherche en sciences de santé d'être compétitif et de porter haut le flambeau de la lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo. Je l'ai dit au sommaire, la ville de Bunia est dans le noir depuis quelque temps. Cela à cause d'une panne de transformateur. Les habitants de la province de l'Ituri expriment leur mécontentement. Notre reporter Junior Selimani a fait une enquête. Il tente de nous apporter quelques réponses. Regardez. La problématique de la desserte en électricité en ville de Bunia se pose avec acuité. La centrale hydroélectrique de Boudana, située à 12 km au chef-lieu de l'Ituri, éprouve d'énormes difficultés pour son fonctionnement. Une situation due à la vétusté du matériel électrique. Des intempestives du courant sont enregistrées par jour. Et comme conséquence, la perturbation de certaines activités ménagères et commerciales déplore ses habitants qui plaident pour l'amélioration de la dite desserte. Le message que j'adresse à la Sokimo est d'améliorer la desserte en électricité. Nous avons des chambres froides et des morgues qui nécessitent l'énergie. La facture de la Sokimo est forfaitaire. Si on place des compteurs dans toutes les maisons, cela va épargner la disparité de prix par rapport à la consommation. La qualité du courant de la Sokimo n'est pas bonne. Des coupures intempestives sont enregistrées chaque jour. Du matin au soir, on éprouve les mêmes difficultés, d'où l'implication des autorités qui fournissent l'énergie à trouver solution à ces problèmes. De son côté, l'Électrokimo affirme fournir des efforts pour trouver solution à cet état de choses. Nous profitons de cette occasion pour remercier encore une fois de plus le chef de l'État, M. Tshisekedi Tshilombo, pour nous avoir doté de matériel électrique en 2020, ce qui nous permet de tenir les coups jusqu'à présent. Et nous demandons à l'autorité provinciale, à la personne du gouverneur militaire, de nous venir en aide juste pour remédier aux difficultés que nous connaissons à la centrale, afin que la réhabilitation totale soit faite dans les jours qui viennent. Pour pallier ces problèmes liés à la fourniture d'électricité à Bunia, le général Dieudonné Ngiti pense qu'il faut plus de 16 millions de dollars américains pour la réhabilitation de Boudana et la remise en service de Solenyama 1 et 2. Nous avons besoin de 250 000 dollars. Ça, c'est une petite intervention. Mais pour une grande intervention, les chiffres sont là. Ça ne vient pas de nous. Ce sont des experts suisses. Une maison spécialisée dans la matière, Andris, qui a chiffré pour la centrale hydroélectrique de Boudana 12 millions de dollars, pour la centrale hydroélectrique de Solenyama 2 millions de dollars,
Et pour la centrale hydroélectrique de Solenyama 1, 2 500 000 $. Voilà les chiffres d'une maison spécialisée. En ces jours, la centrale hydroélectrique de Boudana, qui alimente la ville de Bunia, ne produit que 5 MW au lieu de 10 MW. Sa capacité initiale pour une population de 8000 abonnés. En 2021, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a doté cette centrale de 7 transformateurs, 5 tableaux généraux de basse tension et d'un lot de câbles électriques, ce qui permet à cette centrale de continuer de produire du courant pour alimenter la ville de Bunia. Et puis le Royaume du Maroc condamne l'incursion de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Le président de la Chambre des représentants l'a dit au premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. C'était en marge de la 28e réunion de l'APF qui s'est tenue au Maroc. Robert Ndaye. De la 28e Assemblée régionale de l'Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie se sont clôturées le 23 juin 2022 à Rabat au Maroc. Les sections africaines de l'institution parlementaire se sont réunies pour échanger sur divers sujets relatifs au développement du continent africain. Une occasion de partager les réflexions pour faire face aux menaces terroristes. Le Parlement congolais a été valablement représenté par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbatabe Tukumesu, à la tête d'une forte délégation. Plusieurs thématiques au menu de cette rencontre parlementaire ont été développées, à savoir démocratie, instabilité, promotion du genre, l'environnement et le changement climatique. Le Parlement des États africains sont invités à plus d'engagement pour faire face à ces menaces terroristes. À l'ouverture, le jeudi 23 juin 2022, le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur André Mbatabe Tukumesu, a clairement indiqué que le Parlement congolais, dont le gouvernement vient de suspendre les accords avec le Rwanda, ne participera pas à la 47e session de l'APF pour la région Afrique, prévue au mois de juillet à Kigali au Rwanda, aussi longtemps que ce pays continuera à agresser la République démocratique du Congo et à occuper illégalement son territoire à travers un groupe terroriste du M23. À marge des travaux de la 28e Assemblée, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbatabe Tukumesu, a échangé avec Talbi El Alami, président de la Chambre de représentants du Royaume de Maroc. Des questions d'intérêt commun dont le soutien à la République démocratique du Congo, victime de l'agression rwandaise, ont été évoquées. À l'ambassade de la RDC à Rabat, le professeur André Mbatabe Tukumesu a transmis des messages d'encouragement du président de la République au personnel de l'ambassade de la RDC à Rabat. Après discussion de près d'une semaine, un compromis a été finalement trouvé entre les parties prenantes à l'atelier des travaux de la commission interministérielle, gouvernement, banque syndicale sur l'harmonisation de l'enveloppe salariale et alignement de la prime de risque du personnel de santé. Pour Jean-Pierre Liaou, les problèmes qui touchent le secteur de santé est non seulement prioritaire, mais aussi une urgence pour le gouvernement de la République. Edith Chala pour le reportage. Après 8 jours d'intenses discussions, les lampions se sont éteints samedi 25 juin 2022 à Bibois sur l'atelier des travaux de la commission interministérielle Santé, Fonction publique, Budget et Finances, ainsi que les banques syndicales du secteur de la santé. Les assises étaient centrées sur l'harmonisation de l'enveloppe salariale et l'alignement à la prime des risques des médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de la santé œuvrant dans les services publics de l'État. Accompagné de la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Tulumbankoulou, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, dans son adresse, a souligné que les résolutions de ces travaux aideront à ouvrir de nombreux chantiers dans les semaines et mois à venir, conformément aux ambitions du gouvernement de la République, dans le cadre de l'accélération de la mise en place de la couverture santé universelle. Aujourd'hui, vous voyez l'effervescence qui règne. Cela témoigne de la suffisance que le gouvernement a fait des efforts et nous avons mis en place des ateliers qui vont continuer d'ici 15 jours pour régler de manière définitive toutes les demandes de ce secteur, donc du secteur santé tout entier, tant les médecins que les non-médecins. Très fructueuses, les négociations ont été sanctionnées par la signature des avenants signés par les représentants des médecins, des infirmiers et des autres professionnels de santé. Présent à la clôture, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a félicité les syndicalistes pour leur engagement durant les 8 jours des travaux.
Le concept est encore nouveau, mais il mobilise des experts de toutes les disciplines à cause de ses implications au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. L'on assiste à des échanges avec les jeunes entrepreneurs. Un reportage de Médard Mouyal. Des experts congolais issus des disciplines scientifiques diverses se sont retrouvés au ministère des Affaires étrangères pour réfléchir sur une question actuelle, à savoir l'économie verte. Pour un pays qui se veut pays solution en ce qui concerne l'environnement, la conservation de la nature et le climat, il est important que les Congolais maîtrisent tous les enjeux liés à ces concepts. Des jeunes entrepreneurs se sont rendus compte des opportunités d'investissement existant dans le secteur de l'économie verte. Notre culture, elle est orale. Mais si tu veux être un businessman, franchement, il faut partir de l'oralité à l'écrit. Parce que la plupart des gens qui font le commerce dans notre pays ne savent pas calculer les coûts. Quand tu ne sais pas calculer les coûts, tu ne sauras pas évaluer les bénéfices. Et vous allez voir à un moment où nous sommes comprendre le prix d'un coût. À l'issue de ces échanges, des participants ont reconnu l'existence des chaînes de valeur et la création d'emplois générés par l'économie verte. African Grown Opportunity, AGOA en sigle, une loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique, votée aux États-Unis. Ce programme américain accorde aux produits venant d'Afrique le droit d'accès au marché américain sans payer la douane. La Chambre d'affaires de Dallas a organisé un déjeuner d'affaires au cours duquel les producteurs locaux ont eu des explications sur l'avantage de ce programme. Alain Bikaï. Les principaux avantages qu'offre la loi américaine AGOA à l'exportation des produits congolais sur les marchés américains étaient au cœur de ce déjeuner d'affaires organisé par la Chambre africaine d'affaires de Dallas. Les acteurs étatiques et du monde des affaires ont mis un arrêt pour réfléchir et sensibiliser les Congolais sur cette opportunité d'investir sur les marchés américains et attirer les investisseurs de ces pays. Les représentants lobbyistes et stratèges de cette chambre en République démocratique du Congo, Patrick Onoya, a appelé les gouvernements à focaliser son action sur ces programmes qui l'aide au développement. Dans le cadre de AGOA, il y a un ensemble de structures d'appui qui peuvent soutenir le développement de la production en République démocratique du Congo au profit des exportations aux États-Unis. Le vice-président de l'ANAPEX, Samuel Bachungé, a quant à lui posé les diagnostics de ce programme qui accorde à plus de 6 900 lignes tarifaires exonérées des droits de douane aux produits venant des pays africains. L'AGOA n'est pas seulement focalisée sur le commerce, c'est aussi une opportunité d'investissement. Il est possible d'attirer les investisseurs américains dans ce pays. La Chambre africaine du commerce de Dallas effectuera du 12 au 14 juillet une mission de facilitation aux États-Unis à Dallas entre les producteurs locaux et investisseurs américains. 6 à 8 000 sacs de maïs de 50 kg par jour, soit 300 à 400 tonnes de maïs par jour. C'est la quantité de maïs qui est récoltée et qui sera récoltée pendant une période de 3 mois. C'est le général-major Jean-Pierre Kassongo qui le dit. Regardez. Le pilote de Kanyama KCC est en train de livrer son secret. En plus des travaux de menuiserie où les jeunes bâtisseurs, autrefois appelés marginaux de la société, fabriquent des lits, des bancs et pour bientôt des meubles de bureaux. La briqueterie pour la construction des bâtiments, sans omettre cet atelier d'ajustage pour la fabrication des portes et fenêtres métalliques. Ces bâtisseurs s'adonnent également à l'agriculture et la récolte pour la saison culturelle 2021-2022 vient de commencer sur ces vastes étendues de champs étalés sur des milliers d'hectares sous la supervision du commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, qui par moment prend les commandes de la moissonneuse-batteuse pour s'assurer d'une bonne récolte en cette saison agricole 2022. Comme vous le remarquez, le travail se fait de nuit et de jour. Nous sommes ici en pleine récolte. Les bâtisseurs sont mobilisés ici comme une armée de fourmis qui travaillent sans relâche pour réaliser la vision du chef de l'État, n'est-ce pas, nourrir la population congolaise, nourrir
les militaires, les policiers, à partir de leur cantine. L'objectif, c'est de récolter par jour 300 tonnes, voire 400 tonnes de maïs ce jour, c'est-à-dire 6 000 à 8 000 sacs de maïs. C'est énorme. Comme vous le voyez, ça c'est le maïs blanc produit à Kanyama-KCC. Depuis les sites, les centres pilotes de Kanyama-KCC, Oscar Mbal, Camille Djoké, RTNC. Merci Oscar Mbal et je vous souhaite un bon séjour à Kanyama-KCC. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Peggy Mukunda revient à 23h sur ce plateau pour une autre édition d'information. Moi, je vous retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela nango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Africa Cool. Et après cool, Africa Cool. Après cool, le quoi cool matopi. Cool. Et ça chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, et ça vraiment net oyo ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool? Pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Et au monde de la chaîne OESA impartial, le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.